Bienvenue au Musée des Blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Aujourd'hui, je vous présente le véhicule qui a fait le tout début de la Deuxième Guerre mondiale côté allemand, le char de la Blitzkrieg. C'est le Panzer II. À l'origine, les Allemands sont encore sous le régime du traité de Versailles, mais ils étudient déjà des chars d'assaut. En 1934, le véhicule qui va donner le Panzer II est un engin qui est encore surnommé tracteur. C'est le tracteur agricole avec moteur de 100 chevaux. À ce moment-là, les Allemands cherchent encore à masquer leur effort de réarmement, d'où le terme de tracteur. Le Panzer II, lui, ne va réellement apparaître qu'à partir de 1936. Il ne va vraiment être produit en série qu'en 1937. Dans les tout premiers moments de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le véhicule le plus utilisé, que ce soit contre la Pologne en 1939 ou contre la France en 1940. Contre la France, il représente encore plus d'un tiers des panzers déployés face à nous. Et cet engin-là est tout particulier puisqu'il est l'un des plus vieux Panzer II encore conservés aujourd'hui dans le monde, et c'est le plus vieux qui soit présenté dans un musée. On va s'approcher pour parler un petit peu de ses caractéristiques. Le Panzer II est un véhicule relativement léger, à peine 9 tonnes. Ça vient du fait que son blindage est peu épais, 14,5 mm d'épaisseur maximum à l'avant. Ça vient du fait que le but de ce blindage n'est que de stopper des balles de mitrailleuse perforantes. Le but de ce véhicule-là, à la toute origine, c'est d'accompagner le fantassin, s'occuper des mitrailleuses adverses, tout en pouvoir justement subir leur feu. Cependant, quand il est utilisé pour la première fois sur le champ de bataille, en septembre 1939 face aux Polonais, eh bien, les Allemands découvrent que les fusils anti-chars et les canons anti-chars passent au travers dans tous les angles. Donc, juste avant l'attaque sur la France, en mai 1940, des surblindages sont mis en place. Le blindage d'origine du Panzer II est un blindage soudé. C'est l'un des premiers chars entièrement soudés. Et sur ce blindage de base va être ajouté des plaques de 2 cm d'épaisseur qui, elles, sont boulonnées directement sur la protection frontale du véhicule. Avec un blindage comme celui-ci, face aux Français, les Allemands découvrent que ça passe toujours. Les canons anti-chars français peuvent percer ce blindage-là, même augmenté à plus de 500 mètres pour les canons de base et parfois à plus d'1 kilomètre pour les meilleurs canons anti-chars que l'on avait dans notre armée. Pendant ce temps-là, le Panzer II est équipé d'un canon de 2 cm. Il est capable de tirer 280 coups à la minute. C'est absolument redoutable contre les fantassins et les véhicules très légèrement blindés. Cependant, face aux chars d'assaut français en 1940, ce canon-là est totalement léger. Certes, il peut impressionner, il peut détruire les points faibles de nos véhicules. Cependant, le blindage des chars d'assaut français, dans leur écrasante majorité, est imperméable aux tirs du Panzer II. À côté du canon, la mitrailleuse. Mitrailleuse qui est là pour remplir le rôle essentiel de ce véhicule-là, c'est-à-dire mettre à bas les fantassins adverses. En fait, tout entier, le Panzer II va être un char de transition en attendant de pouvoir faire et d'avoir plus gros. Ce véhicule existe pour attendre les Panzer III et les Panzer IV. Ce qui fait que s'il est largement utilisé au début de la Deuxième Guerre mondiale, peu à peu, il va être mis de côté. On va parler maintenant de l'équipage. On va commencer par le poste de pilotage. D'après les documents d'époque, l'entrée pour le pilote est la minuscule trappe qui est ici. Je ne vais pas vous faire de démonstration de comment un pilote pourrait rentrer par ici. Je dois mesurer à peu près 30 cm de trop. On se retrouve à l'intérieur. Je suis ici au poste de pilotage. Ici, le fauteuil du pilote. Juste à sa droite, la boîte de vitesse. 6 vitesses en marche avant, une en marche arrière. La vitesse maximale en avant, 40 km/h. Il a devant lui plusieurs points de vision. Sur les côtés, il a des grandes ouvertures, des grandes trappes qu'il peut ouvrir ou refermer, comme ceci. Vous voyez ici le repose-front. Il y avait devant la fente de vision un bloc de 14 mm d'acier blindé pour stopper les éclats. Devant lui, une trappe beaucoup plus grande, elle aussi avec du verre blindé, mais en combat, cette grande trappe était refermée. Il ne voyait alors que par 2 petits trous
qui était juste au-dessus de la trappe principale. Ces deux petits trous avaient un système d'optique qui permettait de mettre à l'abri le soldat qui observait vers l'extérieur. On va continuer avec le chef. Placé ici, je serai juste en face du chef de char. Le chef de char était aussi le tireur et le chargeur pour l'armement, ici du canon de 20 mm et là de la mitrailleuse. Entre les deux se trouvait l'optique qui lui permettait de viser précisément jusqu'à 800 mètres. Tout autour de lui, plusieurs trappes avec forme de vision, comme pour le pilote. Et ça, c'était trop limité au début de la production du Panzer II. À partir de la fin de l'année 1940, on va lui ajouter un tourello, c'est-à-dire cette mini-tourelle remplie d'épiscopes, le cousin du périscope, qui permettait à voir d'un seul coup d'œil en tournant sur soi-même à 360 degrés tout autour de lui. Oui, cette tourelle n'a qu'un seul homme d'équipage. C'est souvent ce que l'on dit comme grosse défaillance sur les chars d'assaut français de la même époque. Un seul homme, dans la tourelle, c'est un seul homme qui est un homme orchestre. Il tire, il charge, il commande en même temps. Sauf que dans le Panzer II, il y a un troisième membre d'équipage. C'est ça qui fait toute la différence avec les petits chars d'assaut français de l'époque qui n'avaient que 2 hommes. Le pilote, le chef, et dans le Panzer II, le troisième, c'est l'opérateur radio. On va parler de l'opérateur radio. Je suis ici à l'emplacement du poste de l'opérateur radio. L'opérateur radio regarde vers l'arrière du véhicule. Son seul point de vision, c'est la trappe avec la fente de vision qui est ici. Juste au-dessous, ces tôles peuvent être rabattues pour lui donner l'opportunité d'avoir une évacuation de secours via une trappe qui se trouve à l'arrière de l'engin. La radio se trouvait juste ici, et pour pouvoir émettre, il fallait déployer l'antenne qui habituellement était rabattue dans un coffret de bois. Pour déployer l'antenne, c'est tout simple, il faut tout simplement agir sur le levier qui est ici. Démonstration. Hop. Et voilà. Voilà la prise d'air pour le moteur. Et ce que vous avez ici, ce sont les gonds qui permettent tout simplement à l'opérateur radio qui était juste là de pouvoir sortir en cas d'urgence si la trappe en tourelle était verrouillée. De ce côté-ci, vous avez la trappe d'accès vers le moteur, 140 chevaux. Et un petit peu sur le côté se trouvent 2 ouvertures circulaires pour pouvoir faire le plein des 170 litres de carburant qui permettent au Panzer II de faire jusqu'à 190 km sur route. Notre Panzer II a une histoire extraordinaire. C'est le plus ancien des Panzer II encore conservé et présenté aujourd'hui au grand public. C'est un modèle petit c. Les lettres minuscules représentaient les chars de pré-série. Les lettres majuscules représentaient les versions de série du Panzer II. Cet engin a été produit aux alentours de 1937, ce qui signifie qu'il a dû traverser toute la Deuxième Guerre mondiale pour parvenir jusqu'à nous. Et il y a survécu. Étant produit en 1937, peut-être qu'il a participé à l'invasion de la Tchécoslovaquie, puis de celle de la Pologne, puis celle de la France, et ainsi de suite. De cette histoire, nous n'avons aucun témoignage. La seule chose dont nous soyons certains, c'est qu'il a été récupéré à train dans un espace où tout un tas de ferraille avait été stocké, en attente d'être découpé chez un ferrailleur. Et sur cette image, tirée justement de train, la photo est prise dans les années 1980, on distingue son numéro tactique. On distingue 300 et nous savons que c'était 304. Cependant, dans les années 80, beaucoup d'intempéries sont passées et donc le camouflage et le numéro tactique d'origine ont dû passer. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment dans son histoire, il a porté le numéro 304. Mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas ce numéro qu'il portait au moment de la bataille de Normandie. Au moment de la bataille de Normandie, ces engins-là ne sont plus que des véhicules de commandement ou pour d'autres tâches, mais en seconde ligne. Ce n'est plus un véhicule de combat en première ligne. En 1944, le Panzer II est parfaitement dépassé. Il a été restauré dans sa robe grise, et on lui a remis le numéro 304, celui qu'il a certainement porté au travers de son histoire. Le Panzer II aura été particulièrement représentatif des succès de la Blitzkrieg, la guerre éclair à l'allemande. Ses premiers succès sont basés sur des véhicules plus légers que les adversaires des Allemands, plus rapides, plus mobiles. C'est le cas du Panzer II. Même s'il aurait été moins blindé,
moins armés que typiquement les chars d'assaut français, comme ceux que l'on expose au musée, que ce soit le H-39, le B-1 bis, le Semua. Eh bien, le Panzer II, avec sa radio, avec son emploi en pointe à l'époque, a réussi à gagner. Cependant, le Panzer II va vite montrer ses faiblesses. D'abord, en termes de puissance de feu et de blindage. Les deux sont totalement insuffisants. Si c'est le type de char d'assaut le plus représentatif de l'armée allemande en 1939 et en 1940, les Panzer II vont peu à peu être enlevés de la première ligne. Et ça au profit de deux autres engins. D'abord, le Panzer III, que nous avons aussi au sein de la collection, puis le Panzer IV dans la deuxième moitié du conflit. Bientôt peut-être un commentaire sur le Panzer III, le Panzer IV. Dites-nous en commentaire lequel vous voudriez voir en premier. En attendant, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, inscrivez-vous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt au Musée des Blindés et dans Histoire d'Acier.